Sculpteur et graveur, Axel Cassel est né en 1955 en Allemagne. Il réalise des installations de sculpture et promène son regard sur les formes de la nature en créant des correspondances harmoniques avec l'homme. Le hiératisme de ces grandes figures nous ramène à un silence intérieur. Nous vous proposons une visite d'atelier qui retrace le chemin parcouru par cet artiste contemplatif et humaniste. Les voyages, ça permet de se voir vivre un peu, de prendre du recul mental par le fait de prendre du recul géographique. Et donc comme là, de se voir filmer, il y a une espèce de décalage et on arrive mieux à s'apprécier, on est moins noyé dans le quotidien. Je travaille comme certains peintres ou sculpteurs contemporains sur des choses plus élémentaires. On pourrait utiliser ce terme primitif, mais je préfère le terme premier à ce moment-là. Aussi bien quand on parle de sculpture africaine ou océanienne que de mon travail. C'était d'aller un peu vers des choses plus immédiates et essentielles. Éviter de travailler avec trop de moyens sophistiqués électrique, électronique, l'ordinateur, mais d'avoir directement, physiquement, un contact avec la matière. Voilà. Le hasard a voulu qu'un jour, on me donne un morceau de pain, un pain de terre, pour le modeler, et ça m'a plu. C'était vraiment une rencontre au sommet, quoi. C'était très immédiat, ce contact. Mais pour faire le modelage, il fallait évidemment trouver des armatures. Et à Paris, où est-ce qu'on peut trouver ce genre de matériel? Dans des chantiers. Alors j'habitais à côté du chantier des Halles, qui était une énorme clairière dans la ville. Et je ramassais donc toutes sortes de filasses, des bouts de ferraille pour créer des armatures, pour ensuite les surmodeler avec de la terre. Et curieusement, il y avait une sorte de mémoire du lieu qui collait, parce que les objets qui étaient ramassés étaient déjà usés, un peu rouillés. Alors, j'avais envie de les resituer dans le contexte d'où ils sortaient, après un passage à l'atelier. Donc je les ramenais, en fait, dans les chantiers, pour d'abord faire des photographies, et puis finalement je trouvais que c'était presque rendre un peu hommage au lieu qui me les avait fournis. À cette époque-là, on m'avait demandé la participation à une exposition au Centre Pompidou qui s'appelait Terre. Et au lieu de simplement montrer ces statuettes en terre, je voulais dire que l'aspect temporel du développement dans le chantier était important. Et je voulais montrer une série de photographies. Et eux ont préféré le filmer. Et intuitivement, j'ai eu la veille de ce tournage, l'idée de me protéger les parties nues du corps, c'est les bras, le visage, avec de la terre, du lieu, mélangé avec un peu d'eau. Et là, il s'est passé quelque chose
que j'ai trouvé, auquel je ne m'attendais pas et que je trouvais incroyable, c'est-à-dire cette terre qui séchait, m'isolait totalement du monde extérieur. C'était un état quasiment second. Tout ce qui était caméra, prise de son, avait complètement disparu. Et je suis devenu le lieu. Les choses en elles-mêmes étaient complètement éphémères, y compris les statues en terre. Voilà. Et donc après commence vraiment la sculpture où j'ai essayé de créer des sculptures durables, enfin, solides, qui, en un seul objet, puissent raconter et incorporer ce genre d'expérimentation. Voilà. L'art africain a en soi, alors l'art africain, c'est comme si on disait l'art occidental, ça ne veut rien dire. Mais il y a une caractéristique quand même qui est valable pour tout l'art africain, c'est que il est tellement riche qu'il contient en lui aussi bien une tendance vers la géométrisation, une tendance vers un certain naturalisme, une tendance vers un expressionnisme. Alors ça, ces tendances sont forcément différentes selon chaque ethnie. Je crois que le mieux, c'est de vous montrer. Là, l'obi. Alors là, c'est vraiment composé d'une façon extrêmement symétrique. Mais en fait, c'est une fausse symétrie. C'est pas quelque chose qui trace à la règle. Bon. Pourquoi est-ce qu'on fait une sculpture de cette façon-là? Parce que elle est monoxyle. On n'utilise que très rarement des sculptures qui sont faites de plusieurs parties assemblées. Donc on est obligé de tailler dans le tronc. Donc forcément, on arrive à ce type de verticalité. Et quand il y a une gestuelle comme ça, très expressive, ça c'est un bas-bas dangereux. C'est une sculpture qui est censée pouvoir recevoir un esprit, un til. Et ces sculptures lobi qui ont le bras tendu sont extrêmement efficaces pour se défendre contre des envoûtements. Alors, c'est aussi taillé dans une seule pièce, et le sculpteur a eu la bonne idée d'aller prendre un tronc qui avait une ramification et une branche. Donc en fait, il suit toujours le fil du bois, ce qui donne une extrêmement solidité à la sculpture, et puis là, il arrive à ce genre de gestuelle. Et ça, c'est un l'obi aussi, c'est un bâton de danse, un peu pour le prestige. Mais toujours cette géniale solution de trouver une branche qui a la courbure, la ramification, et cette petite statuette féminine qui est assise dessus, elle est, je sais pas, elle est d'une invention incroyable. Et le mouvement des fesses qui dépasse complètement derrière la statue et qui épouse le crochet qu'on retrouve ici, qu'on retrouve. En fait, c'est une espèce de force aspirante, et en même temps, quand on essaye de s'imaginer comment était l'arbre cueilli ou la branche cueillie, ben, la poussée était comme ça. Il y a une espèce d'évidence. Seulement, il faut la trouver, il faut la sentir. Et puis il y a mille d'autres raisons pourquoi je trouve que les arts premiers, les arts africains, les arts océaniens, dans toute leur extraordinaire variété, sont fascinantes.
Ça commence comme ça, là, avec un bloc plein dans lequel il faut se projeter et enlever, créer de l'absence, faire de l'absence pour, paradoxalement, arriver à la présence. Alors, c'est peut-être une comparaison... voilà, je vais le poser là-dessus. Tout est monoxyle, tout est taillé dans le même bloc. Parce que je crois que quand on respecte le végétal, l'arbre, il y a une énergie qui est dans les fibres et qui continue à circuler. Alors l'absence, elle se trouve par le fait évidemment d'enlever de la matière, de les vider, et puis aussi par le fait de travailler en 3 dimensions et de créer des absences visuelles. C'est-à-dire on peut logiquement pas saisir une œuvre tridimensionnelle dans son entité du premier regard. Il faut tourner autour. Et là, par exemple, cette forme de feuille de ginkgo occulte pratiquement le personnage et est une sorte d'invitation à tourner, à la découvrir. Bien sûr, il y a des moments où c'est impossible de rester dans la même masse. Il y a des sculptures récentes, comme ici ce Mikado, sculpture qui est inspirée du jeu du Mikado, où j'avais besoin de ce rayonnement des tiges. Et bon, le sens du fibre, évidemment, ne permet pas de le sculpter, et puis ce serait un travail totalement irrationnel. Alors, dans ce cas-là, la sculpture et sa base sont d'un seul bloc, et puis les autres éléments sont rapportés. Le bois est une matière éphémère, et une montagne est éphémère aussi. On a vu des montagnes qui disparaissaient, on a vu des villes qui disparaissaient, parfois très rapidement. Alors faire quelque chose qui serait éternel me paraît très prétentieux. Mais je crois que même une œuvre éphémère qui est là l'instant d'un partage très rapide justifie aussi. Je crois que en fait c'est la nécessité de partager une impression, une réflexion, l'idée peut-être de poétiser un peu le monde, qui fait ça plus que de lutter contre la mort. Donc c'est plutôt, je dirais, une façon de justifier sa présence au monde, son être là. Voilà. Là, on est dans un coin que j'ai aménagé avec des bambous, c'est une plante magnifique. Et si on passe un peu de temps ici avec ces sons du vent dans les feuilles, de la source, les vibrations de tous ces miroitements du soleil sur les plantes, il se déclenche parfois le même état dont j'ai parlé précédemment, de cette intégration dans le sol. Et je crois qu'on peut aussi s'intégrer, se sentir devenir plante. C'est peut-être une démarche un peu plus de contemplation, de se laisser aller totalement, et il se produit qu'on s'intègre.
Peut-être le fait d'utiliser des formes végétales, des formes d'une liane, d'une graine, de mouvement d'arbre, et de le transformer en figure humaine, c'est une façon d'humaniser un peu la nature. Par exemple, j'ai apporté ici une petite merveille. C'est une graine qu'un ami m'avait donnée après l'avoir polie pendant un voyage en Inde pendant 1 an. C'est un élément qui, par exemple, peut être un départ pour une série de sculptures. En l'occurrence, un élément comme ça peut devenir un morceau du corps, soit la figure elle-même, très pure, peut comporter une petite tête et devenir un petit personnage. Alors, généralement, ces séries de sculptures sur 2 ans vont se développer dans un sens de plus en plus grande complexité. D'une forme très simple, elle devient une forme tournante, une forme de spirale, et une forme de double spirale, et il y a d'autres éléments comme des formes de feuilles qui peuvent s'y mélanger. Et puis au bout d'un moment, il reste un peu, pour moi, l'exploit technique de les faire, mais la sculpture devient presque baroque. Et à ce moment-là, la série s'interrompt. Ou dans un autre sens, parfois on part d'une forme végétale plus complexe, qui est de plus en plus purifiée, et qui peut quasiment se terminer par un objet comme ça. Pour moi, il est plus important de vivre la naissance d'un enfant, de mon enfant, dans la famille, plutôt que de faire une exposition à Knokke-le-Zout, ou je ne sais pas où. Alors, c'est quand même des décisions qui changent plus la vie, qui apportent plus qu'une simple exposition en galerie. Et c'est pour ça que je pensais que c'était plus intéressant de le mentionner, au même titre que des voyages dans les biographies qu'on trouve dans les catalogues. De même, tous les objets qui apportent une autre modification de l'espace finissent par ressortir tôt ou tard, ainsi qu'une sculpture se prolonge généralement dans les 3-4 suivantes. Est-ce qu'on peut prendre comme sujet pour une sculpture une chose immatérielle, par exemple, une conversation? C'est donc en fait une conversation que j'ai eue avec les garçons à propos de la proportion. Est-ce que vous pensez que c'est plus agréable une proportion d'un corps adulte ou d'un corps d'enfant? Pourquoi est-ce que les peluches ont des grosses têtes et des corps plus menus, comme les enfants? Est-ce que c'est pour cela que les enfants ont une attirance envers les peluches? L'enfant, par ce mouvement de spirale, fait faire une culbute en arrière, par exemple. Enfin, il y a une relation ludique. Dans les autres conversations, les paroles sont aussi un peu sculptées, enfin exprimées plastiquement par des tiges. Des tiges qui sortent de la bouche quand il s'agit d'une confrontation verbale directe. Une certaine tension agressive dans une conversation peut être exprimée par une ligne zigzagante qui va d'un objet à l'autre. Celle-ci était une conversation que j'avais avec un sculpteur africain, un sculpteur de boue. On ne sculpte pas du tout pour les mêmes raisons. Il sculptait des sculptures pour des cérémonies, pour des mariages. Mais il avait quand même une critique à formuler en disant « Je trouve que tes têtes, elles sont disproportionnées, elles sont trop petites. » Et je dis ben justement, j'allais te faire le même reproche. Je pense que les têtes que tu fais toi, elles sont trop grosses. Là, une autre conversation, les liens érotiques, ça fait partie de la vie, heureusement. No comment.
Je fais de temps en temps, pour accompagner des sculptures de grand format, des gouaches. Avec une technique qui est presque la même technique que la taille directe, sauf qu'elle est bidimensionnelle. Mais des grandes traces de peinture noire enlèvent progressivement le fond jaune pour laisser en place uniquement des points de structure, des points forts de la sculpture que je suis en train de réaliser parallèlement dans l'atelier. J'aime beaucoup travailler avec des écrivains ou des poètes, des auteurs. Et la gravure, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement tactile, assez proche de la sculpture, même si on travaille que sur des toutes petites épaisseurs. Généralement, c'est une série de gravures qui incitent ensuite le poète ou l'écrivain à porter son propre regard et de raconter un texte ou d'écrire un texte. Les Chants du Mat, c'est peut-être un de mes livres préférés que j'ai fait avec Gérard Barrière, avec qui j'étais donc très souvent parti en voyage. Et ça traite justement du personnage du mat et du voyageur. Il donne dans ce livre 100 raisons valables pour voyager. C'est celui qui marche. Et en fait, bon, tous ces petits traits qui sont comme une aspiration, comme une spirale où on retrouve encore des formes de pétales ou de feuilles, représentent, vu dans l'autre sens, dans ce sens-là, une tête d'oiseau. Ça évoque le voyage, mais le voyage qui est aussi l'écriture, le voyage intérieur, le voyage mental qui sort du papier. En fait, c'est quasiment sans double, on pourrait les superposer, sauf que celui-ci ne tient pas de page sur laquelle il est en train de graver ou d'écrire. Quand on travaille avec le bois, on a envie de s'entourer et de fabriquer pratiquement ses propres meubles. Mais souvent, ces choses-là passent en dernier, après les accrochages dans les galeries sur des cimaises. Et cette fois-ci, c'était une galerie qui est spécialisée, c'est la galerie Art en Tête de Paris, dans l'édition d'objets d'art qui sont faits par des peintres et par des sculpteurs. Je trouve que c'est une autre façon de faire de la sculpture. Bon, là, les fauteuils, par exemple, sont un assemblage. J'avais toujours beaucoup aimé cette forme du tronc. En fait, c'est une bille de bois avec des planches débitées, séchées, stockées, qui se trouve comme ça. Et d'où est venue l'idée, finalement, de créer tout un mobilier qui serait fait dans un seul tronc d'arbre. Toutes ces différentes planches reprennent la forme du tronc, qui trouvera ensuite son prolongement avec des étagères de luminaires, et même des objets qui sont peut-être décoratifs, mais qui sont en réalité comme de la sculpture. C'est-à-dire, ce personnage, s'il n'était pas soclé sur un socle qui est creux, qui en l'occurrence devient une boîte pour le tabac ou pour laisser des objets, il aurait été une sculpture au même titre que les autres qui sont à côté. Parfois aussi des choses qui sont un peu trop distanciées, manquent un peu d'expression psychologique. Et tout naturellement, après une dernière rupture avec la dernière série des sculptures végétales, la figure humaine est revenue d'une façon beaucoup plus presque, je dirais, naturaliste, même si je travaille toujours de mémoire et jamais d'après modèle. Et que si vous regardez de près, vous verrez que les proportions ainsi que des attitudes sont quasiment irréalisables
physiquement. Les têtes sont toujours aussi petites et les attitudes parfois de bras ou de jambes sont totalement non naturelles. À mon avis, il y a autant de vérité qu'il y a d'artisme, de gens vivant sur Terre. Et chacun il doit se sentir peut-être le plus proche de la sienne et la dire avec le moindre tricherie possible. J'ai vu des tableaux récemment de Francis Bacon qui représentait la souffrance psychologique de l'être humain d'une façon absolument magistrale et magnifique. Je connais des artistes qui sont politiquement engagés, qui font un art basé plus sur des idées que sur des moyens plastiques, que je trouve admirable. Bon, c'est une question de tempérament. Moi, ce que je vous l'avais déjà dit auparavant dans l'atelier, je préfère montrer le côté tranquille, un peu méditatif, intérieur de l'humain qui existe aussi, malgré le fait qu'on a tendance à souligner plus toutes les violences propres à notre espèce.